On va peut-être donner la parole tout de suite à Julien Marchand pour nous présenter, Marc, non, excusez-moi, pour nous présenter une expérience collective. Voilà, bonjour à tous. Vous avez tous reçu en entrant un petit papier. Alors, je ne sais pas si les auteurs les ont, les petits papiers, mais ça serait bien qu'ils participent aussi. C'est un petit papier, là, comme ça. Je vais vous en donner où vous avez des débuts de phrases. J'ai un souvenir flou, je me souviens. Et avec Marc, on a voulu donc consacrer les 30 ans des parvis poétiques en faisant ensemble un poème collectif. Donc, ce qu'il vous est demandé, c'est juste de compléter une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 10 phrases si vous voulez, mais bon, c'est absolument comme vous voulez, avec un souvenir issu de votre expérience personnelle, de choses qui se sont passées au parvis, par exemple, durant ces 30 ans, hein, mais pas seulement, ça peut être, voilà. Et donc voilà, vous complétez cette phrase, et puis ensuite, on va à la pause, tout à l'heure, je vais récupérer tous les papiers, et au retour de la pause, je vous interpréterai notre poème du jour. Merci. Alors, on va commencer cette table ronde et je voulais lui donner un titre. J'étais très ému d'entendre par ses poèmes la voix de celui que j'ai eu la chance d'avoir comme maître, Henri Méchenique. Et je pensais à un autre maître qui est un maître de lecture en poésie plus ancien, qui s'appelait Gabriel Bonnour et qui n'avait publié de son vivant qu'un seul livre, qui était un recueil rassemblé d'ailleurs par Salas Tétier dans une collection que Sioran dirigeait à l'époque. Recueil qui s'intitulait Marelle sur le parvis et qui était des lectures de poésie. Et Marelle sur le parvis, ça me paraissait surtout sur un plancher dessiné comme celui-là, quelque part dans le mariage du ciel et de l'enfer, ou entre ciel et enfer, comme toutes les Marelles, une bonne proposition pour un débat collectif sur la poésie, cette poésie qui serait effectivement un jeu commun, mais aussi quelque chose comme une vérité pratique, parce que la Marelle, ça se fait. Ça, je veux dire, on ne se contente pas de la regarder, il faut participer, il faut lancer son caillou et prendre son pied, si j'ose dire. Alors, la poésie aujourd'hui est représentée ici par des gens qui ont tous en commun, me semble-t-il, outre qu'ils lisent pour la plupart de la poésie à voix haute et pas seulement en silence, d'être des gens qui interviennent dans le domaine de la poésie par d'autres moyens que la simple lecture, la publication ou l'écriture. C'est-à-dire qu'ils tous ont en commun l'expérience de ces lieux institutionnels, plus ou moins institutionnels, et je voudrais commencer par saluer Marc pour la création, l'accompagnement, la contribution à un lieu qui précisément, comme celui-ci, fait vivre à la fois la poésie comme acte, mais aussi la poésie comme échange, la poésie comme lieu de contribution collective à une action qui, pour une grande part, est limitée à un regard et une voix. Et dans ces différents lieux, chacun intervient à sa façon. Alors je vais commencer par présenter ceux qui interviendront, et nous finirons ici par Danielle Fournier cette présentation, de façon à ce qu'elle puisse nous présenter un document qui nous servira de point de départ peut-être pour cette discussion collective. Alors je ne présente pas celui qui est ici, nous n'avons pas besoin de présenter, mais je voudrais quand même saluer en lui quelque chose qui est assez caractéristique d'une génération et d'une façon d'agir à l'endroit de la poésie. Je dirais qu'étant plus jeune que lui, je regrette toujours certains types d'actions nées dans les années 70 et 80, dont nous fêtons aujourd'hui les 30 ans, et qui aujourd'hui ont tendance, mais justement il y a une relève dont nous parlerons, ont tendance à ne plus se présenter de la même façon. Et en particulier, il était tout à l'heure question de la fête. La fête est par exemple un des moyens par lesquels effectivement on peut faire connaître la poésie, un des moyens d'ailleurs les plus rigoureux, les plus difficiles, ceux qui exigent le plus d'attention. Et en particulier, Marc Delouze a été à la fois un poète et un inventeur de pratiques en matière de poésie, mais aussi en partie de circulation de la poésie. Je pense par exemple à deux exemples, qui est l'idée des boîtes aux lettres, ou des boîtes à lettres, qui s'allument au passage du passant dans la ville, et qui permettent effectivement d'entendre la poésie, si j'ose dire, par inadvertance, là où précisément on n'irait pas nécessairement la chercher. Voilà, des espaces verbes, et d'autre part la pratique du troc, dans le 18e en particulier, des échanges, mais des échanges matériels, des échanges
pratiquement réalisé précisément. Alors on voit parfois à Paris la RATP ou quelques autres institutions se lancer dans des entreprises de ce genre et proposer des livres, des échanges de livres, mais précisément c'est né de ce type d'expérience individuelle. François Massu, qui est ici en bout de la table, fait partie justement de cette nouvelle génération de ceux qui interviennent dans le domaine poétique. Lui, c'est, je vais lui reprendre un de ses termes, pour délivrer la poésie, ce qui effectivement peut être entendu de deux façons différentes, ou de trois ou quatre façons différentes évidemment, mais entre autres, parce qu'évidemment il s'agit aussi de la sortir du livre, elle n'est pas que dans le livre, mais de la délivrer, c'est ce-t-il la livrer à domicile. Paris est traversé par des scooters qui livrent toutes sortes de choses, et délivrer la poésie, c'est d'une certaine façon la faire accoucher à domicile à des endroits où on n'attendait pas nécessairement qu'elle arrive, mais c'est aussi d'une certaine façon la débarrasser d'un certain nombre de chaînes, et on parlera de ça, d'un certain nombre d'empêchements. Et le titre qu'il a choisi est évidemment, alors là je parlais de ma génération tout à l'heure, très sensible à ma génération, Poésie is not dead, et tout le monde reconnaît là que c'est la poésie, il en va de la poésie comme de la punkitude, ça n'existe précisément qu'à travers des pratiques qui montrent qu'on n'est pas mort. Il ne suffit pas de le déclarer sur une couverture de disque, même si on découpe les lettres pour le faire, il faut évidemment le réaliser, le pratiquer. Donc on parlera avec lui précisément de ces nouvelles pratiques, par exemple de pratiques qui associent la poésie à d'autres rhizomes, pour reprendre certaines de ces expressions, musique, vidéo, d'autres exemples. Ensuite, nous parlerons aussi avec Claude Bert, qui a là aussi la double casquette, si j'ose dire. Elle a même quelque chose d'assez étonnant, elle a une carte de visite à deux côtés qui montre effectivement les deux surfaces dans lesquelles elle peut intervenir, à la fois l'action culturelle, l'enseignement au plus haut niveau, et on sait à quel point nous avons besoin, je suis bien placé étant enseignant moi-même pour m'en apercevoir, on a besoin de soutien, d'aide au plus haut niveau pour soutenir précisément la diffusion, l'existence même de la poésie dans l'enseignement, même si rien n'est jamais perdu dans ce domaine et qu'il s'agit certainement pas de passer son temps à larmoyer sur la question, mais elle est également quelqu'un qui a écrit, qui a publié de la poésie à la fois qui se pose, je me souviens d'un premier livre chez Gallimard en 1979, Le lieu des épargnes, mais s'interrogeant aussi sur les conditions de cette poésie, et par exemple sur le statut d'Orphée Marquette, c'est-à-dire que c'est une poésie qui, dans une certaine mesure, a aussi une dimension critique, comme elle propose dans un livre intitulé Au dire de l'écrit, justement, où il est question aussi de critique de cette possibilité de donner la place à la voix poétique. À côté d'elle, Seamus Datekin, excusez-moi, je me suis mal rendu. Seamus Datekin, qui présente ici quelque chose qui est important. André Walter incarne également, sous d'autres formes, cette présence de la multiplicité des langues, ou de l'ouverture des langues dans la poésie, en particulier dans la poésie française. Il écrit en 3 langues, si j'ai bien lu, enfin il a la possibilité d'écrire au moins en 3 langues. Il a d'ailleurs en commun avec certains d'avoir publié ses livres et d'en avoir été même salué par des prix, je pense au prix Mallarmé par exemple, qui est un prix extrêmement important dans la poésie française contemporaine et dont il a été l'attributaire. Et d'autre part, il revendique quelque chose, nous en parlerons, qui est important aussi pour la diffusion de la poésie auprès de tous les publics, et qui est la possibilité de défaire d'une certaine façon la poésie et des identités, particulièrement des identités nationales. C'est un critique assez actif par des billets en particulier fort bien et fort activement rédigés en direction de certaines pratiques actuelles d'enfermement dans l'identité française et dans la reconnaissance de l'identité française. Il y a une action positive de la poésie qui consiste précisément à, on parlait tout à l'heure de délivrer, à se défaire aussi de certains particularismes, de certaines identités, et en particulier au sujet de la langue française dont il indique qu'elle n'a pas précisément de vision particulière, mais qu'elle est au contraire traversée par les visions particulières, qu'elle se propose aux visions particulières de ceux dont elle véhicule la langue, l'expression. Marie-Étienne, que l'on connaît sans doute, a en commun le voyage également, avec André Walter, Seamus Datekin, la pratique
d'une institution culturelle. Et quelle institution culturelle? Celle qui, là je parlais encore de ma génération, pour ma génération, a été peut-être la plus impressionnante, celle qui revendiquait précisément d'être élitaire pour tous, ce qui pourrait être une des définitions du projet de la diffusion de la poésie contemporaine, de la poésie vivante, c'est-à-dire avec Antoine Vitesse, précisément d'une part le travail administratif, si lourd parfois, mais si utile et si important pour des institutions théâtrales, mais aussi le travail d'une action politique, elle contribuait aussi à cette revue, d'une action politique par des lectures associées au quartier de Gris ou à Chaillot, dans des pratiques en quelque sorte. Elle a aussi une casquette qui est celle d'une critique très suivie de la poésie contemporaine, de la poésie vivante dans la quinzaine littéraire et d'articles qui en particulier accompagnent cette poésie. Je parlais tout à l'heure du prix Mallarmé. De façon curieuse, c'est pour un livre où il était question d'Anatolie qu'elle a reçu également le prix Mallarmé en 1997. Alors, Olivier Comte a lui une pratique, une activité qui est à la fois très particulière et qui, d'une certaine façon, ressemble à celle qui pourrait réunir ceux qui sont ici. C'est précisément la possibilité de diffuser la poésie par un véhicule, par un moyen. Il s'agit des souffleurs commandopoétiques qui consistent, me semble-t-il, à revendiquer d'une certaine façon ce qu'on ose revendiquer dans la pratique collective de la poésie et qui est précisément son accès au ralentissement, au murmure, au secret, au silence, à travers un tube. Le tube est d'une certaine façon le moyen que l'on utilise, qui porte un autre nom, nous en parlerons, et qui est précisément un instrument. Mais cet instrument est un instrument qui revendique, me semble-t-il, la pratique du chuchotement, du murmure dans la poésie, et qui est précisément un excellent contre-feu à d'autres moyens plus violents, plus brutaux, plus spectaculaires dans un sens extrêmement large. Et c'est donc une pratique extrêmement subversive, même si elle a précisément ce côté discret. La discrétion a quelque chose d'autrement subversif que d'autres pratiques. André Welter, qui a effectivement une œuvre importante de poète, aussi des récits, a également une activité qui, pour tous ceux qui lisent de la poésie, est extrêmement importante et a joué un rôle dans l'histoire des 20 dernières années qu'on doit saluer tout de suite, qui est celui d'être à la fois un éditeur de poésie, quelqu'un qui en particulier la transmet dans le support le plus important qui est le livre de poche, le livre accessible, le livre pas cher, et dans une collection prestigieuse chez un éditeur prestigieux, mais aussi d'avoir été pendant très longtemps une des voix de la poésie à la radio. On aura, j'espère, le temps d'aborder cette question absolument centrale, mais qui est une question aussi, je veux dire, là pour le coup dramatique, qui est la quasi-disparition, j'exagère à peine, de cette lecture constante de la poésie contemporaine à la radio, dont André Welter a été l'un des acteurs principaux, mais tout le monde connaît également sa faculté de faire venir les steppes d'Asie centrale ou le Tibet au centre de la poésie française et de faire par exemple plutôt que de la marelle, du cheval au milieu de la poésie en revendiquant précisément l'allure cavalière à laquelle il s'intéresse ou la revendication du port d'armes dans une ville afghane comme une expérience poétique parmi les autres. Au Kurdistan aussi. Vincent Gimeno, lui est bien connu d'un certain nombre d'entre nous et de beaucoup d'entre nous pour être lui aussi à sa façon un activiste de la chose poétique, d'une part en collaborant à une maison d'édition celle de Jean-Michel Place qui a eu toutes sortes d'activités, mais en particulier une activité dont on ne dira jamais à quel point elle a été importante, qui est celle de la réédition des grandes revues poétiques du début du siècle, et particulièrement de celle du surréalisme, qui a donné à connaître à tout le monde des choses qui étaient totalement inaccessibles et qui ont permis de relire précisément tout un univers poétique, mais aussi cette autre activité qui a été, avec l'association Circé, la création, l'élaboration à partir de 1985, 86, 86 pour la première... 83 pour la première, pardon. Le marché de la poésie, qui a eu divers lieux, mais qui a fini par se fixer place Saint-Sulpice, et auquel chaque année on est obligé de constater que la poésie est une chose très vivante, très active, et qui mêle toutes sortes de publics d'ailleurs, et toutes sortes de rencontres. Et enfin,
Danielle Fournier, à qui on va donner tout de suite la parole, et qui, elle, d'une certaine façon, représente ici aussi, outre qu'elle a co-créé l'institution même dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ce lieu même, l'idée même qu'un parquet puisse supposer l'installation sur un parvis et que ce parvis soit un endroit où la poésie existe, où elle vive, elle a également une action politique, c'est-à-dire qu'elle a également cette faculté d'une part, en tant qu'élue, d'intervenir pour proposer, pour défendre, parfois même pour essayer de sauver un certain nombre d'institutions qui sont toujours plus ou moins en danger, aujourd'hui plus en danger sans doute qu'elles l'ont été autrefois, en matière de diffusion dite culturelle de la poésie dans les différents lieux où elle peut exister. Mais, j'insiste là-dessus, elle fait partie de ces élus qui, au Conseil de Paris ou ailleurs, revendiquent aussi l'existence de la poésie dans la ville, dans la cité. C'est-à-dire précisément dans un espace qui n'est plus nécessairement l'espace des petites fleurs et du ciel bleu, où on peut avoir du ciel gris et des rues pour diffuser la poésie. Et ça, c'est une chose également à laquelle il faut, me semble-t-il, qu'on puisse s'attacher, c'est-à-dire quels sont les lieux aujourd'hui de la poésie et les possibilités de cette poésie pour avoir accès au plus grand public et pour, comme je le disais tout à l'heure en reprenant la formule célèbre de Vitesse, revendiquer l'élitaire pour tous. Alors on va peut-être vous écouter et regarder ensemble ce document qui dure, je crois, quelques minutes. 4-5 minutes. Je voudrais dire que je ne suis pas là du tout. Je ne suis pas là du tout comme élue, mais c'est fortuit. J'ai plusieurs vies et j'ai été pendant 20 ans présidente des paris poétiques et c'est à ce titre-là que je vais faire en 4 minutes, j'espère, 5 minutes, un petit historique. Alors, alors nous y voilà, 30 ans. 30 ans depuis Martigues, à se poser des questions, les bonnes questions, 30 ans à coups de secondes, de semaines et d'années, 30 ans à essayer d'y répondre, à s'occuper de poésie, de textes, d'écrivains, à déplacer les frontières, des poètes connus, des poètes archi-connus, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus anciens, des inspirés, des enthousiastes, des rebelles, des qui doutent, des écrivains toujours présents en chair et en os, à qui nous avons demandé de lire leurs textes, avec leur corps, tout leur corps, avec leur accent, en français, dans leur langue aussi, du coréen, du chinois, de l'arabe classique ou non, de l'espagnol plus familier, des langues rares, des langues inconnues, dans presque 100 langues pour tonalité des écrivains au bout du fil, textes murmurés, chuchotés, textes déclamés, jetés, lancés, donnés. Nous avons fait l'expérience du noir plutôt que de la page blanche et du noir encore pour inscrire dans la réalité, dans le quotidien, des mots, des vers, des phrases, lancés comme petits papiers, pluie féconde, mots des anonymes, recueillis, exposés, puis recueillis, exposés, plus exactement récoltés, mis en page dans des livres, mots parfois plantés, si, des poèmes de plumes et de poils dans la poèmerie du Jardin des Plantes, des mots en situation dans l'espace, des mots dans la ville, sous les pas des passants, comme bouteilles à la mer, ou lus dans le noir, avec la voix et le souffle comme seule présence, texte de toutes les fêtes, Paris en toutes lettres, le printemps des poètes, la fête de la poésie, lire en fête, la fureur de lire, le marché de la poésie, les belles étrangères, des textes sans frontières pour déplacer les frontières justement. Lire pour déplier les émotions, pour jeunes publics et publics tout court, lecteurs ou auditeurs, pour les fidèles et les inconditionnels, pour les occasionnels, surpris par les boîtes aux lettres sonores à Berlin ou à Chartres, mais intrigués, attentifs, pour les femmes de Damas ou les enfants de Cayenne, dans un monde de mots qui nous a fait sauter les frontières, de Tokyo à Québec, de Mende en Lozère, à Montmartre et à Paris, où nous avons collé 10 000 empreintes de pas pour le verre et dans le bruit,
Des mots intimes, ciselés, que nous avons fait voyager sur une péniche pour le bateau-livre, pour la Symphonef, au marché de la poésie, avec le fil des téléphones pour tonalité des écrivains au bout du fil, dans un bus bizarre pour une caravane poétique et un itinéraire des propos déplacés, sur les panneaux lumineux d'Aubervilliers, pas par agitation fébrile ou recherche de l'originalité à tout prix, mais toujours en recherche de rencontres inédites pour déplacer les idées reçues sur la poésie, pour déplacer l'attente, jusque dans le 18e, pour le 18e tout un poème, le 18e se donne le mot, un festival des poésies dans le 18e. Des mots jamais seuls, plutôt compagnons, compagnons des textes qui nous ont fait voyager, avec le public, ou les publics comme on dit. Des personnes uniques et singulières en fait, qui jouent le jeu de la rencontre, de l'écoute musicale en langue étrangère, qui acceptent aussi de déplacer les frontières et aussi d'écrire, et aussi parfois de montrer et de lire leurs textes. Des mots portés et transformés par tous ceux qui ont joué le jeu, en rime et en rythme, magiciens, informaticiens, jongleurs, traducteurs, vidéastes, lecteurs et surtout lectrices, musiciens, photographes, performeurs, compositeurs, surtout un d'ailleurs, éditeurs, danseurs, peintres, chanteurs, et un sociologue, Bourdieu, très attentif à comprendre tout ça, avec un questionnaire de pas moins de 16 pages que j'avais rédigé avec lui et que nous avons proposé aux poètes, surpris, mais finalement bons joueurs. Tous embarqués pour faire circuler les mots et les textes dans la diversité, le foisonnement, les faire sortir du silence des livres et les y faire revenir, encore une fois, déplacer, bouger, voyager, tant sont diverses les manières de porter la poésie et d'entendre les textes, pour peu qu'on s'y arrête justement. Alors, est-ce fini après 30 ans? Une belle étape, je dirais, tant il est encore besoin de faire bouger les frontières. À vous de lire, à vos délires. Merci. La première question pour lancer un peu de débat qui peut nous féliciter à Bélève Funier et à Marc Leloup, en 30 ans, l'évolution de ce qu'on appelle précisément, et c'est un terme qui n'est pas facile, qui d'ailleurs intéressait autant Garcia Lorca et quelques autres que d'autres mots, le public. Qu'est-ce que c'est un public de poésie? Comment est-ce que vous représenter ce public? Est-ce qu'en 30 ans, c'est le même? Est-ce que vous avez vu l'un ou l'autre les choses? C'est une vaste question, évidemment, mais on pourrait commencer par là. Quel sentiment vous avez de l'évolution de ce public? Je ne vais pas répondre à ces questions qui n'ont pas de réponse. J'oserais dire que c'est une très bonne question, c'est celles qui n'ont pas de réponse, en effet. Parce que le public, on ne sait pas ce que c'est. On le cherche toujours, on croit le rencontrer. Ce qui est intéressant et ce que nous a, je pense, véritablement motivé, en tout cas je parle aussi pour moi en tant que poète, hein, c'est-à-dire pourquoi j'ai créé les Parvis poétiques, c'est parce que c'est hiatus qu'il y avait entre le monde de la poésie et puis le monde tout court, enfin je veux dire, il y avait des voix qui ne rencontraient pas d'oreilles. Et c'était très difficile d'essayer de combler cette chose-là. Donc c'est le public, c'est quelque chose qu'on cherche et qu'on n'atteint jamais véritablement. Et par définition, dont on n'a pas forcément de retour. Je veux dire, le retour, ça n'a pas été trop notre problème. C'est le problème, par exemple, d'un éditeur. C'est-à-dire, effectivement, un éditeur qui publie de la poésie peut quantifier le nombre de lecteurs, hein, le nombre d'exemplaires vendus. Nous d'acheteurs, par contre, pardon, d'acheteurs, effectivement, les lecteurs c'est en général beaucoup plus important, heureusement, que d'acheteurs, voilà. Mais nous on peut pas savoir ce que c'est que le public. Et donc à partir de ça, on peut le chercher sans fin, et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 30 ans et qu'on continue à faire. Et je crois que tous, autant qu'on est ici, c'est ce qu'on essaye de continuer à faire.
peut-être que enfin, je pense que le point de vue est différent selon qu'on est écrivain ou qu'on est, je dirais, impliqué dans une action de passeur. Peut-être que Vincent, justement, peut mieux y répondre, puisqu'il a beaucoup œuvré pour diffuser la poésie, et pas Alors, par simplement exemple, pour ceux... Enfin, au marché de la poésie, c'est environ, il y a à peu près 500 éditeurs qui sont présents, Oui, de oui. cet ordre-là. Et est-ce qu'on a une idée de ce que le public représente, justement? Le public, c'est un peu difficile. Il y a une seule année où on avait pu avoir une estimation de la part de la préfecture, donc si on multiplie les chiffres de la part des organisateurs. Mais enfin, vraisemblablement, on est à peu près aux alentours d'une cinquantaine de milliers de personnes qui viennent pendant les 4 jours du marché de la poésie, ce qui est déjà considérable. Bien entendu, c'est difficile parce que c'est un lieu de passage aussi, donc il y a peut-être une partie du public passant sur la place Saint-Sulpice qui n'est pas ni un public ni de lecteurs ni d'acheteurs. Mais en tous les cas, ce qui nous rassure, nous, c'est que les éditeurs reviennent de plus en plus nombreux chaque année, ce qui prouve que la manifestation fonctionne. Et notre intérêt à nous, c'est pas d'avoir 50 000 visiteurs ou d'en avoir 60 000 ou 70 000, c'est qu'en tous les cas, les éditeurs qu'on reçoit à Place Saint-Sulpice soient satisfaits du travail qui a été effectué. Or, ça a l'air d'être le cas, donc on va essayer de persévérer encore. Le marché de la poésie va sur sa 31e édition, mais il a 30 ans comme les parvis poétiques. On a très souvent travaillé ensemble avec Marc et Daniel. Moi, plus personnellement, puisque c'est à travers Marc et Daniel, je pense que j'ai découvert une certaine vocation sur ce secteur d'activité. Mais en tous les cas, pour répondre à votre question, c'est difficile effectivement de cerner le public. En tous les cas, je pense que ce public est quand même un public réceptif à la culture d'une façon générale. Je crois peu aux manifestations grand public pour la poésie. Il s'agit plus d'essayer d'élever les gens vers la poésie plutôt que d'essayer de la faire redescendre, même si on arrive à faire des manifestations grand public, mais je crois peu à la réceptivité grand public de la poésie, sauf dans un terme générique un petit peu plus global. En tous les cas, sur cette longueur d'onde des parvis poétiques et du marché de la poésie, je pense qu'on a très souvent partagé les mêmes conceptions sur cette ouverture aussi vers d'autres formes d'expression culturelle et artistique, comme la musique, la danse, le cinéma, le théâtre, etc. etc. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus important pour justement aller vers le public, c'est de prouver que la poésie n'est pas seulement dans le livre et dans les mots, mais qu'elle est aussi dans d'autres espaces de création. Simplement une petite précision, effectivement, il y a le public de la poésie. Bon, je dirais celui-là, bien sûr, il nous intéresse parce qu'on se sent proche, mais c'est pas tellement pour eux qu'on a œuvré. Et pareil, je crois que pour beaucoup d'entre nous ici, c'est ouvrir au public tout court, c'est-à-dire celui qui n'est pas le public de la poésie. Et comment faire qu'il se rencontrer ce public-là? C'est-à-dire, en fait, c'est pas du public, c'est la société en général. C'est les passants, c'est les gens qui vivent dans les villes, etc. Donc comment rencontrer ces gens-là? Donc là, c'est ouvrir bien au-delà du public proprement dit de la poésie, où il y a les lieux pour ça, où il y a les revues, où il y a les éditions, etc. Et je crois que tout un tas d'activités qu'ont les gens ici, c'est effectivement pour arriver à toucher ce public qui n'est pas le public traditionnel de la poésie. Justement, je voudrais entendre Olivier Comte, par exemple, pour les souffleurs commando poétiques, et François Massu pour voir quelle est à la fois leur pratique et quels sont les enjeux. Je vais vous faire passer le micro, là. Je ne sais pas si la poésie s'adresse aux êtres humains, donc ensuite à un moment ou à un autre, un être humain devient un personnage qui se retrouve dans un public. Il se trouve que nous ne cherchons pas le public. Nous travaillons le va-et-vient du monde avec la poésie dans l'espace public. Or, dans espace public, il y a déjà le mot public. Donc voilà, ça c'est largement, c'est incroyablement suffisant. C'est-à-dire que à partir du moment où on décide de ne pas attendre les autorisations de faire, d'aller en tant que,
je sais pas comment dire, commando, il y a que le mot qui me vient, c'est ce mot-là, c'est ce mot-là, c'est que commando, c'est-à-dire on intervient là où, évidemment, on n'est absolument pas attendu quand on débarque dans un embouteillage ou dans un marché de poissons ou n'importe où, où on travaille le monde dans son va-et-vient et on espère que la poésie qui, pour nous, en tout cas, moi je pense que c'est une immense autobiographie de l'espèce humaine avec des principes actifs extrêmement puissants. Le fait d'imposer d'une certaine manière une parole essentielle, un génie de la parole dans un lieu, dans les lieux, dans le va-et-vient du monde, on n'a plus besoin de se poser, en tout cas pour nous les souffleurs, le problème du public, parce que c'est le monde. François Massu. Alors je compléterais effectivement l'espace public ouvert, mais également les espaces fermés, parce que je pense que certains d'entre vous, poètes, ont pu également intervenir dans des prisons, dans des hôpitaux, qui ne sont pas effectivement les premiers lieux où la poésie est diffusée. Donc personnellement, avec notre association, on a essayé effectivement d'aller dans ces lieux. C'est pas toujours facile, parce qu'il faut demander là des autorisations, mais c'est également une diffusion qui est à mon avis nécessaire à ce niveau-là. Quelqu'un d'autre peut-être veut intervenir sur cette question? Marie-Étienne peut-être? La question des publics, une question qu'elle connaît bien. Quand vous avez posé la question du public, je pensais évidemment au théâtre. Et c'est vrai qu'au théâtre, le public est très circonscrit puisqu'il rentre dans une salle, il est parqué, enfin, c'est pas le mot qu'il faudrait dire, mais enfin, il est très visuellement reconnaissable. Ceci dit, on le prospecte et on s'adresse à lui comme à une masse indéterminée avant qu'il n'arrive au spectacle, pour le faire venir au spectacle. Bon, ça c'était la première chose à laquelle je pensais. Autrement, je pense, vous avez eu la gentillesse de rappeler mon expérience au théâtre de Chaillot, qui date d'une trentaine d'années, enfin décidément, nous sommes des trentenaires. Hein. Et c'est vrai que parallèlement à une activité administrative, je m'occupais je m'occupais d'inviter des poètes. Mais c'était une expérience très particulière. Alors là, il y avait le public du théâtre qui venait, mais un public plus large aussi, puisque c'était de la poésie, et de la poésie qui était dite dans un lieu de théâtre, et plus particulièrement encore dans des décors d'un spectacle qui avait lieu les autres jours de la semaine, puisque les lectures se déroulaient le lundi, et le lundi, comme vous le savez peut-être, est un jour de relâche au théâtre. Donc la pièce qui devait se dérouler là où avait lieu la lecture ne se passait pas. Voilà, donc c'était un peu spécial et très, très fort, je crois, à cause du fait que c'était du théâtre, dans un lieu de théâtre. Je crois plutôt qu'en termes de public, parce que le public c'est un peu... Il suffit d'allumer ici pour voir quel public nous avons. C'est plutôt d'essayer à ce que le poème arrive à l'autre. Quand j'avais essayé de faire mon premier recueil, donc un éditeur qui m'avait dit, de toute façon, l'essentiel, enfin la poésie ne se vend pas. L'essentiel, c'est d'arriver à se faire lire sur la place de Paris par une centaine de poètes, parce qu'il n'y a que des poètes qui se lisent les uns les autres. Donc, si tu arrives à te faire lire par une centaine de poètes, et que tu les lis aussi, tu serais considéré comme quelqu'un qui aurait fait son trou dans la poésie. Je dis, j'écris pas pour les poètes, je suis pas contre ce que les poètes me lisent, mais j'écris pas pour les poètes. Oui, mais la réalité de la poésie, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que, un peu, d'ailleurs, c'était ma première lecture publique, c'était avec Marc Delouze, 18e tout un poème, 97, donc merci beaucoup. Et je me suis rendu compte que, pour que la parole poétique arrive à l'autre, il fallait donc faire le pas vers
vers cet autre, hein, qui est notre semblable, notre frère, comme dit le très grand. Donc il fallait aller chercher cette oreille-là, pour que la poésie ne soit pas une lettre morte, pour que la poésie existe, pour que la poésie tisse ce lien qui fait que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais que nous avons un lien à construire ensemble pour aller vers, je ne sais pas, vers quelque chose. Donc c'est plutôt dans ce terme-là, créer ce lien, et pas forcément en termes de public, mais en termes de, voilà, mon semblable, mon frère. Ce serait ça. Claude Bert, on peut vous écouter peut-être, je vous demanderai d'intervenir aussi, en dehors de ce que vous souhaitiez dire, sur la question de l'enseignement, c'est-à-dire sur l'enseignement. Finalement, je vais intervenir là-dessus, hein, puisque beaucoup a été dit par ailleurs, même s'il y a d'autres choses que je pourrais ajouter. Oui, sur ce qui est l'enseignement, c'est-à-dire finalement l'éveil d'un jeune public. Alors là, je m'en suis beaucoup occupé. C'est un public captif, à la différence un peu plus proche dans cela de celui du théâtre, sauf qu'il y vient volontairement. Mais quand on a affaire à des élèves, à des étudiants, c'est un public, encore que les étudiants puissent choisir, mais quand on a affaire aux élèves, à un public de nature un petit peu différente. Alors, je dirais bien une chose, c'est que je pense pas, pour moi, le poème n'a pas pour visée de s'adresser à tout le monde, mais à n'importe qui. Avec la petite nuance, entre ce tout le monde, place d'idée, écrire pour tout le monde, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour n'importe qui à l'intérieur de ce tout ce que nous constituons. Alors au niveau de l'enseignement, il y avait un certain nombre de défis. C'est que l'école transmet effectivement une mémoire du poème, elle transmet ce qui est un ensemble culturel, une culture dont on hérite, etc. Mais ce qui était l'enjeu, du moins quand je m'en suis occupé, a été de faire entrer à l'école le poème contemporain et les poètes contemporains. Alors là, on le fait évidemment pas seul, hein. C'est avec toi, c'est avec le Printemps des Poètes, c'est avec la Maison des Écrivains, c'est avec, etc. On pourrait les citer tous, sous forme de partenariat, que ceci peut avoir lieu. Et il se passe des choses, je citerai pour ne pas parler trop longuement, et notamment sur ce qui a été tout un ensemble de dispositifs à l'école, qui sont ces ateliers. Qui sont les ateliers, qui sont les options, qui sont peu importe, dans lesquels on a un partenariat entre l'enseignant et effectivement le poète vivant, comme ça existe en théâtre. Et ça a été beaucoup plus difficile à le mettre en place, ou c'est parfois moins évident à le mettre en place qu'en ce qui concerne le théâtre. Pourquoi ? Parce que le théâtre se présentait comme à part, tandis que la poésie était englobée, si je puis dire, dans l'enseignement de la littérature. Donc pour la faire entendre de façon spécifique, il me semblait qu'il y avait là, et je n'étais pas la seule, un enjeu important et un enjeu, y compris politique, fondamentalement politique, dans le rapport à la langue. Parce que moi, ça me paraît, il y a un Nanterre qui vient de me demander un article sur la poésie au théâtre, qui est paru là, et dans lequel je dis ce qui me paraît, c'est que le poème sur une scène, le poème qui vient dans une classe par effraction, si je puis dire, hein, là, en ce sens-là, je suis d'accord avec tout ça. Bien par réfraction, en commando, hein, par réfraction, change quelque chose du rapport à la langue, ou secoue quelque chose du rapport à la langue. Voilà. Et je voulais simplement citer une seule chose, peut-être parce que ça donne quelque chose d'un peu tonique sur l'idée du rapport à la poésie et de ses possibles futurs. C'est que lorsqu'on le fait, il se passe quand même. Je me souviens que quand il y a eu la célébration de l'année René Char, bon, on a décidé, dans l'Académie de Versailles, puisque j'ai choisi une académie parmi d'autres, de faire un travail sur René Char, tous azimuts, pour ceux qui étaient volontaires, bien évidemment. Et il s'est retrouvé plus de 600 élèves à l'intérieur du théâtre de Gennevilliers, ayant travaillé, mais évidemment avec des partenaires, hein, pour présenter et pour lire du René Char. Et c'était parfois, le recteur qui s'était déplacé, même le ministre s'était déplacé à l'époque, pour aller demander aux élèves s'ils n'étaient pas déroutés, surpris, toujours cette même idée de la poésie. La poésie n'est pas accessible, la poésie n'est pas pour eux, la poésie n'est pas pour nous, toujours. Et il s'était déplacé pour aller demander justement aux élèves. Il y avait une petite élève qui était d'une des zones les plus défavorisées, du côté de Mantes-la-Jolie, à qui il a dit « mais ça ne vous arrive pas de ne pas comprendre René Char ?» Alors elle lui répond, c'était une gamine qui était en 6e, et elle lui répond, mais monsieur, ça permet d'inventer et de rêver. André Velter, on va peut-être vous écouter une seconde sur cette question, parce que c'est vrai que ça ne se vend pas la poésie, tous les éditeurs savent ça, hein, sauf moi. Voilà. Et d'autre part, c'est inécoutable à la radio de façon permanente et tous les jours. Je suis toujours dans un rôle un peu compliqué, parce que j'apparais comme l'agité du bocal qui ne donne que de bonnes nouvelles, alors que ça ne m'amuse pas tellement de donner des bonnes nouvelles.
mais je peux en donner une que personne ne croira. En général, les journalistes ne le croient jamais. Mais par exemple, l'année dernière, la collection Poésie Gallimard, de toute l'édition française, est le plus fort taux de progression, plus 22%. Alors que d'habitude, quand on fait 1%, 2% de plus pour une collection par an, alors certes, il y a eu le prix Nobel de Transtromer, il y a toujours des bonnes raisons, mais même si on enlève tout ça, on aurait été quand même largement au-dessus de 10%. Je n'ai aucune, puisqu'on parlait du public, je n'ai aucune réponse. Je ne sais absolument pas pourquoi. Moi, je pense que la crise est très bénéfique de ce côté-là. Plus la société va devenir difficile, plus le recours aux choses essentielles va peut-être être plus actif. On parlait tout à l'heure des prisons. Est-ce qu'on sait que, par exemple, quels sont les livres les plus lus par les prisonniers? Dans les prisons, les deux catégories qui sont les plus lues, 1, les livres de voyage, 2, la poésie. Et j'ai parlé avec des bibliothécaires de prison qui m'ont donné des chiffres. En librairie, la poésie, ça représente à peu près 3%. Et ça va sûrement représenter encore moins vu le nombre de libraires qui ferment. Mais en prison, les bibliothécaires me disaient que c'était à peu près 25% d'emprunts de livres dans leur bibliothèque. C'est considérable, parce que évidemment, Dieu sait si c'est une situation de crise que d'être enfermé. Un public captif. Et évidemment, c'est un public... Non, il est captif d'une certaine manière, mais comme... Puisque tu as eu la gentillesse de parler du Tibet tout à l'heure, tu sais que les grands retraitants à 5000 mètres, qui eux aussi sont enfermés, sont aussi ceux qui sont les plus libres. Et donc le problème, est-ce que la poésie à ce moment-là, je n'en suis même pas sûr moi-même, mais permet une translation et une transmutation des choses? Pour un certain nombre d'entre eux, certainement. Mais pour revenir à l'idée du public, moi je suis beaucoup plus radical. Parce que même si je regarde toutes les semaines les chiffres de vente, au fond le quantitatif ne m'intéresse absolument pas. Et il y a une phrase d'Henri Michaud que j'aime énormément, qui dit pour un poète, il suffit d'avoir un seul vrai lecteur. Et ça m'est toujours resté, dans tout ce que j'ai pu faire, que je m'adresse à une personne multipliée par 10, à une personne multipliée par 100, à une personne multipliée par 10 000, puisque ça m'est même arrivé une fois avec Nizar Kabani à Kérouan de dire des textes devant 10 000 personnes, ça n'est toujours qu'à une seule personne qu'on s'adresse. Et j'ai pour ça une image qui m'est toujours restée, quand on me demandait « mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» C'est comme quand on est la nuit au bord de la mer. On peut être seul, ou on peut être 10 000, chacun se baignera dans le rayon de lune, on ne peut pas se baigner à côté. Et la poésie est justement ce miracle-là, qu'elle prend chacun pour cible, qu'elle le respecte dans son individualité, dans sa singularité. Donc je me pose toujours la question de l'un, pas la question de la foule, pas la question du multiple. Et un jour j'ai voulu absolument le symboliser, le réaliser, parce que 2 fois de suite j'ai fait de grandes choses grâce à France Culture. À la mutualité, on avait inventé un meeting poétique, et la mutualité était archi-con, ça fait quand même 2500 places. Et ça, je l'avais fait parce que j'étais très agacé. Je rentrais du monde arabe où, avec Mahmoud Darwish ou avec Adonis, il y a des foules colossales, et tout le monde me disait c'est pas faisable ici. Bien entendu que c'est faisable, c'était faisable. Mais j'ai toujours fait attention. Le lendemain, des soirées où il y avait eu 2500 personnes à la mutualité, de faire quelque chose dans des endroits extraordinairement modestes où il n'y avait jamais plus de 15 personnes. Parce que pour moi, c'était absolument nécessaire de montrer ça, et que ça n'était pas le quantitatif qui nous obnubilait. On est dans autre chose, on est porteur d'autre chose, et on est responsable d'autre chose, à mon avis. Et avec la chance, aussi ça peut toucher beaucoup de gens, tout ce qu'on a dit sur la diffusion, les publics, etc. Mais ça n'est jamais l'idée, et toute petite chose annexe, que ce soit à la radio ou que ce soit en tant qu'éditeur, je ne me pose jamais la question de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il ou pas marcher. J'essaye de me dire est-ce que tu vas être exact avec le rendez-vous que tu as fixé, dans l'écoute de l'un ou dans la publication de l'autre. Alors, je voudrais ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement le 1 à 1, cette voix isolée, qui est
les conditions de la rencontre passent par là, évidemment, et la rencontre avec un public sont des choses qui sont à la fois distinctes et mêlées, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer sur un. Ça fait 25 ans que j'enseigne en prison, en particulier dans l'université dans laquelle j'enseigne, on a une section des étudiants empêchés. Beaux euphémismes que je connaisse pour parler des étudiants en prison. Et dans la section d'étudiants empêchés, j'ai affaire à des étudiants qui, la plupart du temps, je travaille en centrale, sont des gens qui ont une vie absolument brisée, cassée, détruite, et à qui la poésie est de façon très curieuse un des accès les plus directs au langage. C'est-à-dire une des façons, parce que le langage présenté, ce qui pour tout le monde serait une étrangeté, ne l'est pas pour ceux dont l'étrangeté est la condition naturelle, et pour qui, effectivement, la poésie représente ça. Et le deuxième exemple que je voudrais évoquer, qui me donne des raisons d'espérer, paradoxalement, c'est que j'ai la chance d'enseigner sur la littérature contemporaine. Il y a très peu de lieux en France aujourd'hui où on peut enseigner à l'université sur la littérature vivante. Je parle de celle du 21e siècle et pas de celle du 20e siècle. Et chaque année, je fais remplir à mes étudiants une petite fiche, je leur demande ce qu'ils lisent, ce qui les intéresse. Et je fais parce que j'enseigne sur un livre qui doit être sorti depuis le mois d'août au mois d'octobre, qu'on étudie au mois d'octobre, sorti du mois d'août. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de critique, je suis sûr qu'il n'y aura pas de littérature secondaire, je suis sûr qu'on pourra regarder ça de face, quoi. Et dans la petite fiche, section théâtre, c'est très difficile, mais enfin, il y a quand même, heureusement, Éric-Emmanuel Schmitt et quelques autres pour sauver le théâtre. Dans la section roman, à ma très grande surprise, ils lisent la même chose que leurs parents à 20 ans, et grâce à Guillaume Musso, grâce à Marc Lévy, le roman existe toujours. Je ne blague pas, hein, et je le dis sans humour, ça ne me fait pas rire tellement, en fait. Et dans la section poésie, c'est très simple. La réponse, c'est on pensait que ça n'existait plus. On pensait que c'était une chose... Ça fait mal, hein, au début. Mais après, on s'habitue. Alors justement, c'est là où ça me donne des raisons d'espérer. Du coup, en un an, et en faisant venir des poètes contemporains vivants, palpables, hein, des gens qu'on peut voir qui sont vraiment là, quoi. C'est pas simplement des spectres ou des ectoplasmes venus du passé. Et là, tout d'un coup, c'est une surmultipliée. C'est-à-dire que ce public-là, des jeunes étudiants, je précise étudiants en lettres d'une fac parisienne en 3e année, c'est pas des gens... Normalement, ils ont dû avoir quelques accès. Donc, il s'est passé des choses, hein, ça veut dire qu'il s'est passé avant des choses qui ne vont pas dans la transmission de cet accès. Mais alors, en revanche, qu'est-ce que ça va vite après ? C'est-à-dire à quelle vitesse, du coup, la littérature contemporaine, la poésie contemporaine, devient pour eux l'objet d'une familiarité absolue. Et je les retrouve au foot, je les retrouve dans des lectures de poésie franco-américaine tout à fait avant-gardiste, et ben avec beaucoup de passion, comme pour le rock'n'roll ou pour d'autres choses. On peut voir apparaître, pour le rap évidemment, plus que pour le rock'n'roll d'ailleurs, on peut voir apparaître une culture vivante. Alors je voudrais vous interroger justement sur cette dimension de la culture vivante, et peut-être aussi sur la question justement de la parole publique, c'est-à-dire pas simplement du contact, mais de l'audition et voire même de la performance comme une des conditions de cette manifestation. Claudel, peut-être ? Je voulais juste ajouter un petit quelque chose, juste deux choses. C'est qu'en parlant de cette immédiate réaction des étudiants, j'ai aperçu tout à l'heure 3 étudiants de Sciences Po, les 2 de la Sorbonne, qui sont venus aujourd'hui. Qui sont venus écouter, qui sont là, qui sont présents et qui ont découvert. Bon, je les ai vus donc passer. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, non, mais c'est concret. Mais c'est pas ça. C'est surtout la simple chose que je voulais dire, c'était ceci. C'est qu'en parlant de ces lieux de l'extrême et de ces lieux d'essentiel et que touche ou qu'atteint le langage poétique et qu'atteint la poésie, auquel a affaire la poésie, dans la singularité effectivement de chacun de nous, on a parlé des prisons, on a parlé de ces lieux d'extrême, effectivement, où on a aussi dans les témoignages comme Primo Levi, etc., de ce qui est lu au moment où on n'a plus de mots pour dire. Pendant que beaucoup ici, et je les en remercie parce que on agit pour la poésie de façon très publique, j'ai passé beaucoup de temps dans les asiles. Avec donc la marge de la marge du lieu, hein, où on n'est plus personne, puisqu'on n'a plus de parole. Et dans ces lieux-là, j'ai lu beaucoup de mes poèmes devant combien 3-4 fous, hein, comme on dit. C'est-à-dire devant, voilà, ce qui presque n'est plus, ou est considéré comme quelqu'un qui n'est plus un sujet. Et effectivement, je peux en témoigner, et d'autres pourraient en témoigner, effectivement, là se lisait le poème. Et ça se lisait comme la bouée fondamentale, essentielle, comme parfois le dernier, je le dis dans mes textes, je n'en ai jamais comme, le dernier élément d'un radeau qui a sombré, qui était le radeau de la langue. Je voulais parler pour vous, simplement dire. Alors Claude Bert vient de dire « ça se lit ».
comme si effectivement c'était pas nécessairement une chose comme ça s'entend. Donc il y a bien du ça qui travaille l'affaire et que ça n'est pas nécessairement le sujet du poète maintenant et tenant sa parole prophétique qui gouverne la chose. Alors on pourrait parler justement de la lecture publique et de ses conditions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans une lecture publique, quel est ce drôle d'événement. Marie-Étienne, par exemple, je me souviens d'une lecture qui m'avait beaucoup marqué. Yves Dimano avait réuni des poètes qui n'avaient en commun que d'être des femmes et d'être édités par lui dans une librairie parisienne, et il les avait fait lire les unes après les autres. Et ce qui était frappant, c'était la qualité d'écoute du public qui venait pour écouter des femmes, lire de la poésie de la collection Flammarion, et qui pourtant assistait à une extrême diversité, et on ne pouvait pas écouter ces poètes de la même façon, c'était pas possible. Alors, quelle est votre expérience justement de cette lecture publique ? Et du fait de parler. Je ne sais pas si vous souhaitez que je parle, moi, en tant que poète lisant ou en tant qu'organisatrice de lecture de poésie. Poète lisant. Alors, comme poète lisant, en fait, j'ai fait l'expérience en même temps du poète qui organisait des lectures pour les autres et du poète qui lisait. Et je commençais à publier à cette époque-là et c'était très très difficile. Et pour moi, de présenter les poètes que j'invitais. D'ailleurs, beaucoup ne savaient même pas que c'était moi qui m'en occupais, tellement j'étais timide et tellement je me cachais. Et c'était aussi très difficile de me présenter et de me lire. J'avais surtout le sentiment d'une incroyable indiscrétion. J'avais le sentiment de me mettre nue devant les gens. C'était épouvantable. Et à la fois c'était faux et vrai. C'était faux parce que certains ne comprenaient rien à ce que je lisais, mais quand on comprenait, on comprenait tout. Alors là, c'était terrible. Donc voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Il y aurait énormément de choses à dire. Je pensais, si vous me permettez, je vais juste faire allusion à un texte que j'avais écrit dans une revue qui était L'Art du théâtre, une revue qu'Antoine Vitesse avait voulu créer lorsqu'il était à Chaillot. Et on m'avait demandé un texte sur la lecture des poètes. Et je l'avais fait précéder d'une citation de Mandelstam qui me paraissait tout à fait convenir. D'ordinaire, un homme, quand il a quelque chose à dire, va vers les gens, cherche des auditeurs. Mais le poète, c'est le contraire. Alors évidemment, ça n'est pas vrai de tous les poètes, mais moi je me retrouvais bien dans ce genre de poète qui avait tendance à se cacher pour finalement dire quelque chose aux autres. Et je me souviens, une des premières lectures que j'ai organisées, j'avais été très frappée, c'était pas encore à Chaillot, c'était au Théâtre National, au Théâtre des Quartiers d'Ivry, plutôt que dirigeait déjà Antoine Vitesse. J'avais organisé une lecture de poésie sur la revue Poésie, avec donc Michel Deguy qui dirige toujours cette revue, et les membres du comité de rédaction de la revue. Et alors ça avait été une catastrophe épouvantable parce que Michel Deguy était arrivé furieux, bougon, et sans un seul livre. Et alors j'avais trouvé ça absolument inouï, et je crois que ça reflétait bien, c'est vraiment pas en mal que je dis ça de Michel, parce que c'est un ami, mais je trouve que c'était exactement la position d'un certain nombre de poètes. Ça a dû changer quand même, parce que les poètes ont pris l'habitude de lire, de se produire en public, mais là, c'était manifestement un refus pas du tout conscient, un refus de se présenter aux autres et de dire ses textes. Je pense qu'il a effectivement pas mal changé, vu qu'il sera là demain. Donc il viendra peut-être avec un livre, on verra, avec 25 autres. Non, ce que je voudrais quand même dire, c'est que ce qui ressort de ce qui se dit là, en fait, ça met bien à jour une sorte de paradoxe sur lequel, au départ, on a créé les parvis poétiques, et peut-être sur lequel beaucoup de choses qui s'organisent ici avec les gens que j'ai voulu réunir pour cette table ronde,
à savoir que la poésie est profondément de l'ordre de l'intime, de la solitude. Je parle bien sûr des poètes, de l'écriture, mais je parle aussi de la lecture. Parce que la lecture, profondément, se fait en solitaire. La lecture en général et la lecture particulièrement de poésie. Alors, comment articuler cette chose étrange, de dire voilà, une chose qui se produit profondément dans la solitude, qui se consomme, entre guillemets, dans la solitude, comment le diffuser, l'élargir, le rendre public. C'est une idée assez curieuse. Et je pense qu'il y a une réponse à la question, d'ailleurs, tu l'avais certainement, André Welter, tout à l'heure, évoqué tout de même. C'est-à-dire qu'en fait, nous, par Vie Poétique, et je pense que la plupart des gens qui sont là, en fait, on a pratiqué cette ouverture en direction du public, pas justement en direction du public, mais en direction d'individus. On a toujours cherché à toucher une personne. Que ce soit nous, dans les boîtes aux textes, dans les téléphones, chacun décroche, entend un poète lui dire un poème, 700 auteurs, on a enregistré pour ça, etc. C'est-à-dire, il y a toujours ce rapport individuel au poème. Et même dans les lectures qu'on organise, disons, plus traditionnelles, comme il y aura peut-être demain, etc., on essaie toujours de faire en sorte que chaque spectateur, chaque présent qui est là, chaque participant, ait l'impression qu'on lui parle à lui. Alors ça, c'est une question d'ambiance, c'est une question d'organisation, c'est une question de... On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il ne suffit pas de mettre un poète sur un banc dans la rue comme ça, et puis vas-y, braille ton poème. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas ça, parce que ça a été un petit peu la queue de comète de ce que nous, on a un petit peu initié il y a 30 ans. Après, ça a été bon, mais les poètes à toutes les sauces. C'est pas ça. C'est créer les conditions pour que chacun, individuellement, rencontre un poème. Un poème, un poète. Mais un poème plus qu'un poète. Et c'est peut-être une des réponses à ce que tu posais quand tu disais que l'édition de poésie Gallimard a multiplié, enfin c'était le plus fort taux de développement, mais je pense que c'est tout à fait lié par le fait, je vais passer, non, mais le fait qu'il y a beaucoup maintenant de rencontres poétiques, beaucoup de choses qu'ils font, et je pense que loin d'écarter les gens de cet rapport intime à la poésie, ça les ramène, et ils ont envie, après avoir assisté à ceci, à cela, pour attendre des poètes, marché de la poésie et tout ça, et tout le Bataclan, d'aller retrouver donc cette poésie-là à travers le livre. Moi je pense que les lectures publiques, quelle que soit la forme que ça peut prendre, une lecture de quelqu'un tout seul derrière un micro, quelqu'un avec des musiciens, voire presque des spectacles, ce ne sont que des propositions d'écoute. Et rien ne remplacera jamais la lecture solitaire de quelqu'un avec la liberté totale qu'il a d'éveiller un livre pour lui tout seul dans la solitude et dans le silence. Pour moi, c'est quelque chose l'un ne va pas remplacer l'autre. Comme tu le sais, je fais énormément de lectures publiques avec y compris toutes les formes possibles de musique autour, parfois avec un seul musicien, parfois avec beaucoup. C'est pas là où tout se passe. Ça, c'est une seule façon. Je dis tout le temps que ce sont mes propositions d'écoute. Ce ne sont pas les seules écoutes de ces textes qui peuvent être faites, mais c'en est une. C'est celle, en tout cas, que moi je propose. Mais rien ne doit empêcher le retour à la lecture solitaire. Pour moi, c'est fondamental qu'il y ait quelqu'un qui lise le livre dans le silence et la solitude. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que généralement, à la fin de ces lectures, lorsqu'il y a des livres sur la table, ça se vend comme des petits pains, parce que justement, voilà, les gens ont trouvé cette première écoute et ont besoin de cette solitude par rapport au texte, et ils la retrouvent immédiatement.